Lettres mélomanes 2021-07, un programme en grande partie symphonique et nous commençons par une symphonie d'Amy Beach-Chenet. 1867-1944, symphonie E mineur opus 32 gaélique datant de 1896. Alors, sur critiquemusicale.com, nous avions déjà rencontré cette compositrice pour un concerto pour piano d'une bonne tenue, alors notamment un admirable mouvement lent, néanmoins, il faut le dire, très fortement inspiré du mouvement lent du concerto numéro 2 de Chopin, mais lui-même aussi très fortement inspiré, voire même plagié du mouvement lent du concerto numéro 2 de Moscheles. Alors dans cette symphonie, la compositrice déploie une palette orchestrale qui est parfois impressionnante, mais sur une thématique, à mon avis, tout de même limitée. Alors, on a des mouvements d'amplification, des crescendo, qui ne traduisent pas véritablement d'élan lyrique, malgré la maîtrise symphonique qui est affirmée. On a une structure qui est pourtant très variée, aussi bien rythmiquement que instrumentalement, même thématiquement, si on peut dire. Le premier mouvement, malheureusement, se noie dans une sorte de pathétisme artificiel, à mon avis, une sorte de catastrophisme très accusé qui tombe à plat et qui ne me convainc pas. Les deux mouvements centraux s'expriment au travers de parties solo, notamment au violon ou au hautbois. Ce sont des parties qui sont peut-être de meilleure qualité. Le troisième mouvement, lui, est également plus inspiré, notamment grâce à une mélodie exprimée aux cordes. Et le dernier mouvement, enfin, superpose trop de registres instrumentaux à mon goût, et notamment de cuivre. Donc voilà pour cette symphonie d'Amy Beach-Chenet que je ne recommanderai pas. Jan van Gils, 1881-1944, symphonie numéro 2, datant de 1902. Alors je connaissais déjà la symphonie 1 de ce compositeur, une œuvre qui ne m'avait pas particulièrement séduit. Pour cette symphonie numéro 2, eh bien, je dirais un art symphonique qui est tout à fait honorable, mais sans plus tout de même, et une œuvre qui ne me séduit pas plus que la première. On y retrouve le même style romantique assez impersonnel et surtout une thématique qui n'accapare pas vraiment l'auditeur. L'œuvre n'est pourtant pas monocorde, une œuvre variée, contrastée, mais qui est traversée par des mouvements d'amplification. Or, c'est le dernier mouvement qui me paraît le plus convaincant, notamment grâce à un crescendo central, d'un certain lyrisme, contrairement à ce qu'il en est des crescendos qui étaient développés dans les mouvements précédents. Nous passons à Louis-Moreau Gottschalk, 1829-1869, pour des œuvres pour piano. Souvenir de Porto Rico. Alors tout d'abord, le souvenir de Porto Rico, ici, ce n'est pas une nouveauté, hein, je le connais depuis de nombreuses années, et c'est une réévaluation donc, de 3 étoiles à 4 étoiles. Alors en effet, je réécoute d'anciennes œuvres que j'avais connues, et il peut m'arriver quelquefois de modifier l'évaluation. Alors généralement c'est une augmentation, c'est très rarement une diminution. Alors pour revenir à ce souvenir de Porto Rico, c'est une pièce étonnante, très dynamique, qui part du pianissimo et qui va se développer triomphalement en forme de marche. Très exactement, c'est, selon le titre, c'est la marche des Gibaros et la pièce retourne au pianissimo. Secret, là c'est une nouveauté, une pièce totalement différente, et bien c'est Gottschalk, côté romantique, à l'européenne, pièce très typique du premier romantisme, hein, si l'on peut dire, et ce qui contraste avec les nombreuses pièces de style américain
du maître. Alors, on ne peut évoquer Gottschalk, en effet, sans citer ses multiples chefs-d'œuvre rhapsodiques, alors notamment le Souvenir d'Andalousie, la Pasquinade, la Danza, etc. Et en particulier la fameuse fantaisie El Cocoyer, qui, à mon avis, est un grand chef-d'œuvre qui mériterait d'être connu de tous les pianistes. Asger Hamrick, 1843-1923, symphonie 2, opus 32, tragique, datant de 1883. Alors, il y a des compositeurs qui déçoivent après une œuvre excellente. Eh bien, au contraire, certains étonnent parfois favorablement, et c'est le cas justement pour Hamrick, dont j'avais très peu apprécié les symphonies 6 et la symphonie opus 29, dont je ne connais pas le numéro d'ailleurs, des œuvres assez fades et compassées à mon avis. Alors contrastant avec ces symphonies précédentes, cette symphonie numéro 2 présente un symphonisme qui est très coloré, même très contrasté, néanmoins très homogène et dense, c'est la particularité de cette symphonie. Elle est variée, mais elle est très homogène en même temps. Et il n'y a jamais de superposition instrumentale qui puisse être dommageable. Emmerich affectionne particulièrement les sonorités qui sont sourdes, en nuances pianissimo, notamment au bois et au cuivre. Et il utilise magnifiquement la trompette dans des superbes fanfares. Dans le premier mouvement. Alors, sur le plan thématique, on retrouve une très grande densité de motifs et on remarquera un leitmotiv à la flûte solo dans le premier mouvement et qui est réexposé dans le dernier mouvement. Alors, des souvenirs assez précis de la symphonie fantastique de Berlioz transparaissent, notamment le traitement chromatique à l'orchestre et en particulier pour les cordes. Néanmoins, on ne peut pas dire que cela représente le style général de cette symphonie. Le deuxième mouvement, c'est une sorte de scherzo où se mêle un motif en forme de valse. Et sur le plan expressif, c'est certainement le premier mouvement qui affirme le sentiment de pathétisme le plus intense, et dans une moindre mesure les mouvements suivants. Alors au final, c'est quand même une grande symphonie qui est très solide sur tous les plans, et que je ne peux évidemment que recommander. John Knoll Penn, symphonie numéro 1, datant de 1875. Alors à mon avis, une symphonie très décevante. Elle est traitée du début à la fin sous la forme d'un scherzo, c'est-à-dire une sorte de rythme haletant qui permet rarement à l'esprit de se reposer. Une maîtrise certaine de l'orchestration, notamment une multiplication des changements de registres instrumentaux très rapides, mais c'est une surenchère symphonique qui devient lassante dès le premier mouvement, et qui se perd à la fin de ce mouvement en répétitions thématiques fastidieuses. Le deuxième mouvement lent évite effectivement cet écueil et paraît beaucoup plus intéressant thématiquement. Et notamment, ce mouvement contient des épisodes plus lyriques aux cordes. Enfin, le dernier mouvement nous assène toujours le même rythme de scherzo sur une thématique qui est beaucoup moins affirmée que pour les autres mouvements. Alors, au final, eh bien, du très bon, de l'excellent même dans cette œuvre, mais que l'ensemble se trouve un peu annihilé par cette dynamique perpétuelle qui me paraît contre-productive. Donc, ce n'est pas vraiment une œuvre que je conseillerais d'écouter. Henri Litolff, 1818-1891, ouverture Les Girondistes, datant de 1870. Alors on en arrive à Litolff, qui est une vieille connaissance pour critiquemusicale.com. Alors Litolff, le génie foudroyant du piano, notamment pour ses 4 concertos, en particulier le 3 et le 4, et ils affirment un style qui est très précoce dans l'histoire de la musique, c'est-à-dire aux alentours de 1850, et il est rare qu'on rencontre une virtuosité de ce type à cette date.
Alors pour cette œuvre symphonique, eh bien, Litolff manifeste un génie qui est comparable à celui qu'il affirmait dans ses meilleures œuvres concertantes. Une inventivité maximale sur le plan thématique, un lyrisme très puissant dans les mouvements d'amplification, un pathétique aussi très affirmé pour les parties mélodiques lentes. Et surtout, ce qui est étonnant pour un pianiste, c'est qu'il y a une remarquable utilisation des registres orchestraux. Alors la structure de l'œuvre est remarquable également et elle intègre sans aucune vulgarité des chants révolutionnaires, par exemple le Saïra, la Marseillaise. Il y a en particulier une utilisation des tambours qui est réalisée sans débordement primaire et la fanfare dans la dernière partie qui est traitée d'une manière magistrale. Alors de même également, la partie précédente, qui était une partie lente à la harpe et à la flûte, est traitée aussi magistralement. Donc au final, on a une œuvre qui me paraît exceptionnelle et je n'ai pas craint de l'évaluer à 4 étoiles. Antonio Vivaldi, 1678-1741, concerto pour flûte, violon, orchestre, RV 576. Alors, comme pour Gottschalk, ce n'est pas une nouveauté, mais c'est une réévaluation de 3 à 4 étoiles. Alors, un concerto fascinant que je ne cesse d'écouter. Alors, Vivaldi, c'est une sorte d'étoile perdue dans le ciel musical qu'on ne sait pas trop comment classer, et ce concerto en est justement l'illustration. Alors c'est un des plus aboutis et certainement un des plus curieux sur le plan harmonique. Nous terminons par l'œuvre revisitée, eh bien c'est Johannes Brahms, les Danses hongroises, datant de 1858. Alors c'est une œuvre célèbre et à mon avis, à juste titre, elle est célèbre, car c'est une composition rhapsodique très réussie sur le plan du rhapsodisme en premier lieu, sur le plan du style musical qui est en même temps un style très, très léger, un peu un style de casino, mais c'est un style qui convient très bien à Brahms et qui n'est pas du tout dévalué. Alors, on peut distinguer en particulier la 3, la 10, bien sûr. Chacune de ces variations possède son affect et son sentiment particulier. Donc, c'est une œuvre que l'on peut écouter et réécouter avec plaisir. Merci de m'avoir écouté.